Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture de La poupée sanglante de Gaston Leroux. Alors comme d'habitude, pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Si vous n'avez pas vu les émissions précédentes, vous pouvez les regarder sur notre site de D8, émission Voyage au bout de la nuit. Voilà, je reprends ma lecture au chapitre 15, La catastrophe. Oui, j'ai été piquée par le rosier. Il y a quelque temps de cela, et au bras, comme elle est au même endroit qu'elle et avant elle. J'essayais de voir son visage, mais elle le tenait penché et détourné de moi. En vérité, voilà une bien grande aventure, déclarai-je assez froidement. Elle s'y est penchée elle-même et vous avez été piquée par le même rosier. C'est là quelque chose de tout à fait extraordinaire. Non, releva-t-elle doucement, toujours de sa lointaine voix. Non, ce n'est pas tout à fait extraordinaire. Mais figurez-vous qu'à la suite de cette piqûre, je me suis sentie comme engourdie. Sinon empoisonnée. Enfin, dans un état de faiblesse cérébrale tel que, rentrée dans la bibliothèque, je me suis étendue sur le divan, tout juste pour fermer les paupières et pour avoir le plus douloureux des rêves. Quel rêve! J'ai vu le marquis, avec cette figure atroce que vous lui avez découverte l'autre soir, quand vous avez pénétré chez la marquise après l'accident. Il s'est approché de moi, et malgré tous mes efforts pour l'éloigner, il s'est emparé de mon bras, et collant ses lèvres à ma blessure, il aspirait tout mon sang, toute ma vie. Vous avez eu vraiment ce rêve-là? Vraiment. La marquise, vous avez déjà rencontré toutes ces histoires de broucolac? Oui. Et vous vous étiez endormi sur le divan, au-dessous des 4 portraits des 4 Coulteret. C'est cela même. Alors concluez vous-même, Christine. J'ai conclu. Oui, j'ai conclu, mais alors je n'avais pas vu la marquise piquer comme moi au bras, en se penchant à la même fenêtre. Et je ne l'avais pas vu revenir comme un fantôme nous crier. Eh bien, êtes-vous convaincu cette fois-ci, ils m'ont laissé que l'âme. Ah ça, mais Christine, évidemment. Ah ça, mais c'est bien ce que je me dis. Enfin, comment cela a-t-il fini pour vous? Repris-je, assez impatientée du ton plaintif et un peu inquiétant qu'elle prenait pour me raconter son rêve. Eh bien, cela a fini quand je me suis réveillée. Et vous étiez seule? Oui. Le marquis n'était pas là. Non, la première chose que mes yeux rencontrèrent fut l'image des 4 Coulteret, là-haut, dans leur cadre. Et comment vous sentiez-vous? Brisée. Et qu'avez-vous fait? Je suis allée trouver le marquis pour lui dire que l'air de sa maison ne me valait rien du tout, et que, me sentant un peu souffrante, je serais peut-être quelque temps sans revenir. Lui avez-vous raconté votre rêve? Oui. Et qu'a-t-il dit? Que sa femme nous rendait tous fous ici, et il me conseilla d'aller me reposer une semaine ou 2 à la campagne. C'est même la première fois qu'il me parla de Corbières-les-Eaux. Je tressaillis, mais elle ne s'en aperçut même pas. Et vous n'êtes pas allé à la campagne? Non, je ne pouvais pas alors quitter ni papa ni Jacques. Je pensais, ni Gabriel. Il y eut un silence, puis... Vous me prenez sans doute pour une sotte, et j'ai peut-être eu tort de vous montrer que cette maison, avec ses singuliers habitants et leurs airs de mystère, a fait entrer en moi un étrange sentiment d'inquiétude depuis l'accident de l'autre jour. Et cependant, vous n'y êtes jamais venu plus souvent, murmurai-je en me rapprochant d'elle. Nos mains étaient toujours unies. Ah, Christine, Christine, ma pauvre chère âme. Chaque maison comme chaque cœur a son mystère. Ce fut à son tour de tressaillir. Je vous jure, Christine, que votre piqûre de rosier dont a signé votre bras n'est rien à côté de certaines autres affreuses blessures par lesquelles s'épanche, se répand, coule jusqu'à la dernière goutte la vie d'un cœur. Pourquoi donner aux vampires la figure des morts? Le plus grand broucolac du monde est un tout petit enfant aux joues roses avec un carquois et des flèches. Et il s'appelle l'amour. Vous avez raison, mon ami, fit Christine dans un souffle, en baissant tout à fait la tête. Quel silence suivit ces dernières paroles. J'osais murmurer enfin à l'oreille de celle qui se taisait près de moi. J'osais murmurer le commencement d'une complainte de ma fabrication,
qu'elle avait dû goûter particulièrement puisqu'elle l'avait apprise par cœur. Ô dame douce, comment es-tu venue ici? Étranges sont tes paupières, étrange ton vêtement et étrange la longueur glorieuse de tes tresses. Elle ne me laissa pas continuer, mais sa main serra nerveusement la mienne, et cette pression précipita le cours de ma vie jusqu'à la sensation de l'étouffement. « Remettez-vous, mon cher Bénédicte, me fit-elle, en se levant et en me rendant ma main. Vous avez tort de dire toutes ces belles choses pour moi. Mon vêtement n'est pas étrange. Vous n'avez jamais vu se dérouler ma chevelure, car je ne suis ni excentrique ni coquette. Et si je viens ici plus souvent que de coutume, c'est que le marquis n'y est plus. » Là-dessus, elle entra dans la bibliothèque et moi je retombai, assommé sur mon banc. Ce n'est que quelques instants plus tard que je me relevai vacillant et prêt aux injures. Mais je retrouvai Christine dans notre petit atelier. Elle pleurait. Oubliant déjà ma fureur, je m'apprêtais à prononcer quelques bonnes paroles où, naturellement, je n'aurais point manqué de me donner tous les torts, quand je m'aperçus que les larmes de Christine coulaient sur l'image burinée, à laquelle elle avait travaillé avec une assiduité qui déjà m'avait fait tant souffrir, du beau Gabriel. Aussitôt, je sentis en moi un fleuve d'amertume, d'où je laissai tomber quelques gouttes. Certes, fis-je, si j'étais aussi beau que celui-là, j'avais cru l'embrasser, quelle erreur. Elle levait sur moi des yeux brillants d'une indéniable sympathie, et elle me dit sans gêne: « Oh oui, si vous aviez été aussi beau que lui !» C'était à pouffer de rire, si je n'avais été aussi amoureux et si j'avais pu oublier une seconde que j'étais la première victime de cette situation ridicule. Le plus inouï, qui commença de m'ouvrir d'étranges horizons, fut que Christine tenta immédiatement de prendre cette place de première victime pour elle. « Oh, mon ami, mon cher grand ami, gémit-elle, je suis bien malheureuse. » « Eh bien, et moi, m'écriai-je, croyez-vous que je me promène dans les Champs-Élysées? Vous êtes beaucoup moins à plaindre que moi, m'expliqua-t-elle avec cette logique spontanée, candide et irréfutable que l'on trouve à peu près chez toutes les femmes. Oui, beaucoup moins à plaindre puisque c'est par ma faute que vous êtes malheureux. Et s'il n'y avait que vous? Ah oui, fis-je de plus en plus abasourdi, il y a encore le prosecteur. Mais pourquoi ne l'épousez-vous pas? J'éprouvais une joie funeste à me déchirer et à la déchirer, elle aussi autant qu'il était dans mes moyens de le faire, moyens que j'espérais bien pousser jusqu'au bout, maintenant que nous avions entrepris cette marche à l'abîme. Parce que je ne l'aime pas, m'avoua-t-elle avec un gros soupir, et en continuant de laisser couler ses larmes libres sur l'image que j'abhorrais. Et comment, ne l'aimant pas, lui avez-vous promis le mariage? Pourriez-vous m'expliquer cela, Christine? Fort honnêtement, répondit-elle, Jacques ne vit que pour moi, depuis sa plus tendre enfance. Le peu que vous en connaissez maintenant vous permettra d'apprécier mes paroles sans sourire, quand je vous aurai dit qu'il est en train de devenir l'un des premiers, peut-être le premier savant de ce siècle. Eh bien, Jacques se moque de la gloire, de la fortune et de tout ce qui rattache à l'humanité en général. Il ne vit que pour moi, ce génie, que l'on peut entendre 10 minutes sans être ébloui, n'a qu'un but: me serrer dans ses bras et me faire la mère de ses enfants. Et vous auriez voulu que, d'un mot, je souffle sur cette flamme, que je fasse de la cendre de ce foyer où viendra peut-être se réchauffer l'humanité future? Non, je lui appartiens. Il le sait, c'est ce qui fait sa force. S'il avait voulu, j'aurais déjà été cet homme-là. Mais il a son idée lui aussi, et son orgueil. Il veut m'appeler sa dot, quelque chose que l'on n'a point déposé encore dans une corbeille de mariage. La chaîne d'or avec laquelle les hommes devenus créateurs de la vie tiendront à leur tour la divinité vaincue. C'est un beau bijou en effet, répliquai-je sans sourciller, mais lent à forger puisque vous n'aimez pas le forgeron. Bénédicte Masson, quand je vous dis à vous seul au monde que je ne l'aime pas, cela signifie que je ne l'aime pas autant qu'un cerveau comme lui mériterait d'être aimé. Vous abusez de mes sentiments pour vous et vous êtes en train de trahir ma confiance. Mais les coups qu'elle me décochait ainsi de droite et de gauche tout en ayant l'air de me caresser
avait achevé de m'étourdir. Et c'est alors que, perdant toute direction du combat, je laissai tout haut parler la brute. Vous avez des sentiments pour lui, vous avez des sentiments pour moi. En attendant, c'est celui-ci que vous embrassez. D'abord, elle ne comprit pas, mais elle dut sentir passer sur elle quelque chose de redoutable, car elle leva sur moi une figure de noyé. Ah, la pauvre enfant faisait pitié sous le voile de ses pleurs. Mais il était trop tard pour la sauver du supplice que je lui imposais. Ma main désignait encore l'image de Gabriel, qui lui aussi pleurait les mêmes larmes qu'elle. Quand elle lui aussi comprit, toute sa douleur qui s'épanchait librement devant moi, comme devant un ami, se trouva glacée du cou. Elle se leva en frissonnant et elle alla s'enfoncer dans la nuit de la bibliothèque où je n'osais tout d'abord la suivre. Combien de minutes s'écoulèrent ainsi? Voilà ce que je ne saurais dire. Dans son isolement, j'étais sûre qu'elle ne pensait qu'à lui. Et la preuve de cela, elle finit par me la donner. Elle m'appela près d'elle. Sa voix était loin d'être hostile. Était-elle naturelle? Faisait-elle un effort sur elle-même parce que elle n'avait quelque chose à me demander? Je n'essayais point de résoudre ce problème. Ses nerfs étaient à bout. À moi aussi, elle n'avait qu'à me laisser dans mon coin. Elle aurait dû comprendre qu'il y a certaines heures lourdes chargées d'une volupté insupportable, pendant lesquelles il est dangereux d'appeler près de soi les poètes avec une voix de miel. Je m'assis à l'autre bout du divan, par une dernière précaution qui touchait à la plus haute vertu et à cause de laquelle je réclame le bénéfice des circonstances atténuantes, dans la scène fatale qui m'a privée pour toujours de Christine. « Mon ami, me dit-elle, avec un soupir où palpitait tout son amour. Et toute sa peur. Mon avis, seriez-vous jaloux d'une image? Cessons de nous mentir, fis-je brusquement. Je vous adore et je vous hais à la façon du maudit qui est à l'autre pôle de Dieu et dont le tourment ne cessera que le jour où le beau et le laid se rapprocheront pour s'anéantir. En ce qui nous concerne, nous n'en sommes pas là. Votre douce voix qui m'appelle me rend malade de fureur. Si elle est un piège, mais plus mou qu'Hercule au pied d'Omphale, si elle vibre d'une véritable tendresse comme parfois, j'ai osé l'espérer et comme je veux le croire ce soir, vous allez me chasser avec un des mots rudes ou vous allez avoir pitié d'un damné. Oh, je n'entends et rassurez-vous, vous avez promis de justes noces à un homme que vous n'aimez pas. Et vous lui apportez un corps vierge, c'est sublime. Mais puisque vous avez des sentiments pour moi, parole naïve, populaire et charmante, qui est la douceur de la rose sur le grill où se tord le prince des Aztèques, vous allez cesser de me mentir. Christine, Christine, ce n'est pas un profil d'argent que je vous ai vu embrasser. Cette belle image a un nom. Elle s'appelle Gabrielle. L'effet fut foudroyant. L'ombre de Christine se dressa dans l'encadrement de la fenêtre. Et elle se pencha sur moi, si près que je sentis son souffle haletant sur mon front, baigné de sueur. Comment savez-vous? Comment savez-vous? Alors je lui dis tout, je ne voulus rien lui cacher de mon honteux espionnage. Je lui retraçai assez crûment, du reste, les scènes auxquelles j'avais assisté. Elle me donnait à peine le temps de respirer. Et après, me pressait-elle. Après, je lui dis comment j'avais cru à la mort du mystérieux étranger, comment il m'était apparu convalescent. Enfin, ce fut l'horreur de l'opération et de son dévouement à elle et son angoisse. J'espère, terminai-je sur le ton de la plus triste ironie, qu'il est maintenant hors de danger. Elle ne répondit point à ces dernières paroles. Elle était retombée tout près de moi, et ce fut elle qui cette fois posa sa main sur la mienne. Et combien étaient-elles brûlantes toutes les deux. Ma bien-aimée paraissait affreusement accablée. Enfin, elle prononça avec effort. « Et qu'avez-vous pensé en voyant mon père ?»« Votre père, fis-je, a été violent et j'ai bien cru que c'était en fait Gabriel. Toutefois, cet acte sauvage avait une excuse, tandis que le fait pour une jeune fille qui a tous les dehors de la vertu de cacher le beau Gabriel dans son armoire. « Assez, assez, murmura-t-elle. Et si vous ne voulez point que je vous haïsse, non seulement vous allez cesser cette raillerie infâme, mais vous allez me jurer d'oublier tout ce que vous avez vu, vous. Ne vous demandez même pas ce que Gabriel fait chez nous, ni le sens du drame auquel vous avez assisté. D'autres que vous ont entrevu notre hôte, notre femme de ménage par exemple, et je sais qu'on a parlé chez mademoiselle Baresca.
Aux dernières nouvelles, on dit que c'est un étranger proscrit et condamné par le parti qui l'aurait trahi. Ce sont des histoires. Nous n'avons de renseignements à fournir à personne, qu'à la police. Si elle nous en demande, mais je ne vous cache pas que nous avons un intérêt immense à ce que la police ne franchisse notre seuil que le plus tard possible. Si cela arrivait, à elle aussi nous demanderions le secret, jusqu'au jour, mon ami, qui n'est peut-être pas très lointain, où je pourrai tout vous dire. Puis-je compter sur vous, mon ami? Mais comment donc cet homme, après tout, n'est pas à plaindre, bien qu'il ait été fort mal aimé par votre père? Tout compte fait, je voudrais être à la place de votre séquestré, moi. Vous continuez à me faire souffrir, Bénédicte. D'un mot, je pourrais vous faire taire, mais ceci n'est point mon secret. Et j'ai juré à Jacques. Elle s'arrêta et je ne sus jamais ce qu'elle avait bien pu jurer à Jacques. Finissons-en en ce qui concerne Gabriel. Je puis vous jurer à vous, mon cher et tendre ami, je puis vous jurer que mon affection pour ce bel étranger n'a jamais dépassé les limites d'un amical abandon. Oui, ma tête a porté sur son épaule. Oui, mes lèvres se sont posées sur sa joue. Oui, j'ai embrassé sa beauté. Hélas, celui-là non plus. Je ne peux plus l'aimer. Il n'a que sa beauté pour lui. C'est une tête vide, comprenez-vous? Les imbéciles sont bien heureux, répliquai-je dans un rire diabolique. Fichtre, Christine, s'il faut. Pour être heureuse, le profil de l'Apollon Pythien, la pensée d'un Jacques Cotentin et le cœur embrassé de Bénédicte Masson, acheva-t-elle à mi-voix. Tout cela dans un même homme, répartis-je sur un ton de plus en plus sauvage. Peste, ma chère, nous ne sommes près, ni les uns ni les autres du paradis. Bénédicte, Bénédicte, calmez-vous. Vous ne m'avez jamais parlé ainsi. Vous m'effrayez. J'envie l'homme à la tête vide. Figé là-dessus, j'éclatai à mon tour en sanglots comme un enfant de 10 ans. Elle eut encore le grand tort de se rappeler davantage dans un mouvement qui ne pouvait être que de pitié et qui acheva d'exalter en moi un romantisme effréné. Cette espèce de frénésie de la parole qui cache sous ses oripeaux de foire et son clinquant de paroles la très humble et très simple douleur d'un pauvre être qui n'a jamais senti se poser sur ses lèvres les lèvres d'une femme. Elle me la baillait belle avec son tendre et chaste abandon sur l'épaule, du bel être à la tête vide. On nous a appris sur les bancs de l'école l'histoire d'une femme, reine par le sang, la beauté et l'intelligence qui a porté son baiser au poète endormi si laid fut-il. Et je servis à Christine, notre Alain Chartier, avec ce luxe de vocables, derrière lequel je dissimule autant que possible ma terrible timidité. Pour les uns, je suis un grand poète, pour les autres, un saltimbanque. Pour moi, je suis un mendiant. Sous mes sanglots gonflés de rhétorique, une femme qui m'aimerait vraiment lirait tout de suite ces 2 mots. Embrasse-moi. Misère de ma vie, je ne puis pas les prononcer. Mais Christine les a entendus tout de même. La voilà, la divine qui se penche sur moi. Son souffle, son haleine embrasaient mes artères, cependant que le cœur rouge de sa bouche s'entr'ouvrait sur la mienne. Allais-je mourir de joie, m'éteindre du coup, consumé par la flamme sacrée? Pourquoi n'ai-je pas fermé les yeux? Alain Chartier dormait, lui. Oui, mais Marguerite avait les yeux grands ouverts sur cette sublime laideur qu'elle honorait d'un baiser royal. Pourquoi as-tu fermé les yeux, toi, Christine? Est-ce parce que cette nuit est trop claire encore? Est-ce par pudeur? Je veux le savoir, Christine. Soulève donc tes paupières closes et embrasse ton poète. Eh bien, allons, du courage. Sois satisfait, Bénédicte. Elle a ouvert les yeux par ton ordre stupide, ta Christine. Et elle a eu un soupir de dégoût. La pauvre a fait ce qu'elle a pu. Et toi? Tu t'es conduit comme un misérable. Tu ne l'as pas étranglée, c'est tout juste. Elle a roulé sous les coups et tu t'es enfui jusqu'ici, jusqu'au bord du petit étang sinistre aux eaux de plomb. C'est la première fois que tu brutalises une femme. Tu n'as qu'une excuse. C'est que tu n'en as jamais aimé une autre que celle-là. Chapitre 16. La maison de campagne de Bénédicte Masson. Ici se terminent les mémoires de Bénédicte Masson. Grâce à eux,
Nous sommes entrés dans cette grande misère morale, dans ce drame intérieur, créé par la laideur. C'était nécessaire, le flambeau allumé par lui-même et à la lueur duquel nous avons examiné ce paria. L'homme laid va nous aider à éclairer certains coins du drame extérieur dont il fut l'effrayant héros. Voyons d'abord ce qui se passe dans sa petite maison de campagne. Ce que nous en connaissons déjà n'est guère rassurant. Corbière-les-Eaux est à 1 heure en express de Paris. On descend à une petite gare qui donne directement sur la place du bourg, qui compte au plus 800 habitants. Il y a 20 ans, il n'y avait qu'une halte. C'est la halte qui a créé cette agglomération villageoise, au milieu de cette vaste plaine aquatique et traîtresse dont l'aspect ne rappelle en rien les paysages aimables, ombreux, touffus et accueillants de l'Île-de-France. Marais et marécages, étangs couverts de plantes d'eau gardés par des saulées désolés, par des bocteaux sauvages, domaines immenses du gibier d'eau et des poissons, et cependant peu fréquentés des chasseurs et des pêcheurs parisiens qui aimaient la joie du décor et les gaietés de la guinguette. Pour se rendre chez Bénédicte Masson, en quittant la gare, on suivait d'abord la route communale, puis on la quittait pour des sentiers étroits, humides et bourbeux. Mais au temps des chaleurs, et après avoir cheminé 1 demi-heure environ entre des rives mal définies, entrevues à travers une muraille de roseaux, dissimulées sous le cœur flottant des nénuphars, on entrait dans une espèce de cirque fermé par un petit coteau sombre et boisé qui se reflétait dans les eaux noires d'un étang. La maison était entre l'étang et le bois. Elle eût, du reste, été assez coquette avec ses briques et son toit d'ardoise. Si elle eût été moins délabrée, si son jardin de curé avait été bien tenu, si son potager avait été cultivé, mais depuis qu'elle appartenait à Bénédicte Masson fils, celui-ci n'en prenait guère soin, se refusant à toute réparation, ne voulant point d'homme de peine chez lui, pas même de domestique à demeure. Il tenait cette petite propriété de son père, qui avait été un pêcheur et un chasseur enragé, et qui avait fait élever cette bicoque dans un pays qui, pour lui, était une contrée de rêve, où il venait de passer les vacances et s'installer, sitôt qu'il avait 24 heures de liberté. Le père de Bénédicte Masson avait fait de bonnes petites affaires dans la reliure populaire et laissé à son fils une somme assez rondelette, avec laquelle celui-ci s'était payé le luxe de parcourir le monde en artiste, et suivant une fantaisie romantique qui le faisait prendre souvent pour fantasque, alors qu'il n'était que poète. Bénédicte était revenu de ses voyages presque pauvres, et nous connaissons sa manière de vivre. Il avait conservé la maison de Corbière, parce que cette solitude et cette désolation lui plaisaient. Plusieurs fois, de gros propriétaires des environs qui avaient loué les chasses et la pêche sur tout le domaine des marécages avaient voulu le lui arracher pour y installer un garde, mais il avait refusé tous les offres. Quand il quittait l'île Saint-Louis, c'était pour venir se réfugier là, vivre en sauvage, avec délices, travaillant vaguement à quelques reliures d'art, des travaux méticuleux qui demandaient un temps infini, des mosaïques où finissaient toujours par apparaître quelques figures de femmes qui, dans les derniers temps, ressemblaient singulièrement à Christine. De même que, de son côté, Christine reproduisait inlassablement l'image de Gabriel. Et puis, tout d'un coup, il était pris de dégoût pour son œuvre, la rejetait avec rage ou même l'anéantissait dans le petit collier qui s'était créé, là pour sa confection personnelle et en dehors de tout esprit commercial. Et il sortait habillé en boucanier, rêvant pendant des jours et des nuits la vie de la prairie comme il l'avait connue, lorsqu'il était enfant dans les livres de Gustave Aimard, faisant cuire quelques morceaux de bidoche sur des sarments, entre deux pierres, suspendant les nuits, un hamac qu'il a fait fabriquer dans un ancien épervier trouvé dans la succession du père et qu'il attachait aux arbres. Chose bizarre, ce boucanier ne chassait ni ne pêchait, n'avait ni fusil ni engin d'aucune sorte. Mais il avait dans ses poches un carnet et un crayon. Et il faisait des vers. Il faisait des vers sur l'amour. Il ne pensait qu'à cela, l'amour. Hideux, il détestait les femmes, mais il les eût voulues toutes. L'aventure qu'il venait d'avoir avec Christine, et qu'il ne faisait que commencer, avait un peu discipliné sa frénésie cérébrale. Mais auparavant, chaque fois qu'il se trouvait en face d'une femme, il avait envie de la mordre, autant que de l'embrasser tout de suite. Cependant, il n'en avait jamais touché aucune, et elle n'avait jamais couru aucun danger avec lui.
affirmait-il, à cause d'une timidité qui le paralysait dès le premier geste jusqu'à l'anéantissement. Ce que nous avons reproduit de ses mémoires semble assez en rapport avec ce Bénédicte Masson. En dehors de la dernière scène avec Christine, scène sur laquelle la brutalité, il glisse du reste, dans les mêmes mémoires assez rapidement. Malheureusement pour lui, il y avait ces 6 femmes qui étaient venues chez lui dans son désert et qu'on n'avait plus revues nulle part. C'est ainsi que se termine le chapitre 16 de La Poupée sanglante. J'espère que vous avez apprécié ma lecture et je vous retrouve très vite pour la suite du roman. Bonne nuit si vous allez vous coucher et bonne journée si vous vous levez. À tout de suite sur D8.